Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Aujourd'hui, nous allons parler de signes de traumatisme infantile chez les adultes. Donc, si vous avez vécu un traumatisme dans votre enfance, il est probable que vous souffriez ou ayez souffert d'un certain trouble de stress post-traumatique, le TSPT, trouble de stress post-traumatique. Donc, vous pouvez avoir souffert de ça plus tard dans la vie. Donc, cette vidéo va expliquer ce qu'est un traumatisme, à quoi peut ressembler la maltraitance durant l'enfance et comment les traumatismes de l'enfance affectent l'âge adulte, en tout cas dans cette série. Si vous êtes victime de maltraitance d'enfance ou que vous connaissez quelqu'un qui est victime de ce genre de maltraitance, avant de commencer, je dois dire, vous devez appeler la police. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un traumatisme infantile? Donc, ceux qui connaissent Psychobrio, vous connaissez certainement l'histoire de Marjorie. J'en parle dans ma série sur les mères narcissiques. Donc, Marjorie est née dans une situation qui était pas très favorable et elle a grandi sous un énorme niveau de stress infligé par sa mère. C'était pas une mère qui était exactement gentille envers son enfant. Donc, les traumatismes dans l'enfance constituent non seulement des abus physiques, émotionnels, parfois sexuels, mais aussi ça peut être des expositions à des événements traumatisants. Ça peut être des catastrophes naturelles ou voire même des comportements qui ne devraient jamais être. Les enfants subissent les comportements d'adultes qui sont absolument méchants. Ça peut aussi être qu'ils sont eux-mêmes témoins de la violence dans leur communauté. Donc, qu'est-ce qui détermine la réaction d'un enfant à des événements traumatisants? Dans le cas de Marjorie, qu'est-ce qui détermine sa réaction? Eh bien, il y a 5 points que l'on peut utiliser. Ces points-là sont le niveau de développement, l'origine ethnique, voire même les facteurs culturels. Ça peut aussi être l'exposition antérieure à un traumatisme, les ressources qui sont disponibles et enfin les problèmes préexistants de l'enfant et de la famille. Donc commençons par le point numéro 1, le niveau de développement. Le niveau de développement signifie que cela pourrait signifier que l'enfant est sur le plan, enfin c'est plutôt l'endroit où l'enfant est mentalement. Le niveau de développement, c'est ça. C'est-à-dire que mentalement, il y a des enfants qui sont capables de comprendre ce qui se passe dans le monde, enfin dans leur environnement, et d'autres qui ne le sont pas. Donc dans le cas de Marjorie, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que sa mère se comportait comme si elle était son pire ennemi. Donc le niveau de développement affecte la réaction d'un enfant au traumatisme qu'il subit. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se renferme sur elle-même comme moyen de protection. Il y a des enfants qui deviennent mutes, c'est-à-dire qu'ils ne parlent plus. Ils choisissent de ne plus parler. Vous leur posez des questions et pop, la bouche ferme. Ils sont incapables de parler. Mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est fait souvent de manière inconsciente, par exemple. Le point numéro 2, c'est l'origine ethnique ou voire même les facteurs culturels. Ça, c'est très important parce qu'il y a des enfants qui naissent dans des conditions absolument toxiques. Où, par exemple, il y a des pays où les filles sont considérées comme moins que rien. Donc, on se permet de les maltraiter parce que dans leur culture, le garçon, c'est celui qui a toute la valeur et la fille, ben, c'est moins que rien. Donc, les filles souffrent. J'avais entendu parler, enfin, j'avais vu un documentaire plutôt, sur ce qui se passe, une ethnie dans le nord de l'Inde où ils haïssent les filles, au point que quand une femme met au monde une fille, souvent ce qui arrive, c'est qu'ils l'enterrent. Les hommes l'enterrent. Parfois, ils ne se prennent pas la tête à s'assurer si le bébé est mort ou vivant, ils l'enterrent, ils la tuent, ils les torturent. C'est du n'importe quoi. Mais malheureusement, ça existe. Donc, l'origine ethnique ou les facteurs culturels peuvent vraiment influencer le traumatisme qu'une personne va avoir. Comment est-ce que vous pensez que les femmes qui vivent dans un tel environnement, ou qui ont survécu à un tel environnement, se retrouvent mentalement? Quand vous êtes dans un environnement où tout le monde vous hait. Pourquoi? Ben,
enfin c'est ridicule. Mentalement, il y a un truc elles peuvent pas être saines mentalement, c'est pas possible. Donc l'origine ethnique, voire même les facteurs culturels, ont une incidence sur ce que l'enfant considère comme une réaction normale au traumatisme en fonction de ce qu'il a vu des membres de sa famille, des événements qu'il a vus autour de lui. Hein. Le point numéro 3, c'était l'exposition antérieure à un traumatisme. C'est-à-dire qu'un enfant a été exposé à un traumatisme. Eh bien, si c'est le cas, cela pourrait signifier qu'il s'adapte en apprenant à contrôler ses réactions ou pas. Imaginez un enfant qui voit sa mère être battue. C'est traumatisant. C'est traumatisant. Parfois, il va y avoir différentes réactions par rapport à différents enfants. Il y a des enfants qui vont comprendre que ce n'est pas bien et qui ne vont jamais refaire ça dans leur vie adulte. Une fois qu'ils sont mariés, ils ne vont pas battre. Mais il y a d'autres enfants, qu'ils le veulent ou non, inconsciemment, ça s'intègre dans leur psyché. Et s'il y a une crise de colère, allez, ils font ce que leur père a fait. Le point numéro 4, les ressources disponibles. Cela fait référence au degré de connexion socio-économique de leur famille, ainsi qu'à l'accès régulier à leurs besoins, c'est-à-dire s'ils ont de l'argent ou pas, en gros. S'ils sont influents, s'ils ont de l'argent. Par exemple, les enfants qui naissent dans une extrême pauvreté, ça peut être extrêmement traumatisant. Même les enfants qui ne sont pas dans une extrême pauvreté, même les enfants qui vivent en Europe, mais qui sont limités matériellement. Par exemple, à la fin de l'année, tous les enfants, à l'école primaire, c'est ça qu'on fait, tous les enfants emmènent des jouets pour jouer plutôt que d'emmener des livres. Eux, ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont pas ça, mais tous les autres camarades, ils se sentent un peu mis à l'écart, un peu rejetés, et ça peut, quand ce genre de situation continue de se répéter, ça peut faire un trauma dans la psyché de l'enfant. Donc les ressources sont importantes. Hein. C'est pas bien d'élever les enfants dans la pauvreté, les enfants dans le manque. Aussi, ce n'est pas bien de les pourrir, de les gâter non plus. Il faut un équilibre. Et enfin, le point numéro 5, les problèmes préexistants de l'enfant et de la famille. Cela pourrait dicter le soutien de vos parents lorsque vous leur dites que quelque chose de traumatisant s'est produit, ou cela pourrait signifier qu'une certaine forme de traumatisme violent se produise dans votre famille immédiate. Par exemple, imaginez que le voisin vous a touché de manière absolument indécente. Il a essayé de faire des choses qu'il ne faut pas. Et donc vous savez que ce n'est pas bien. Vous savez quoi? Vous avez 16 ans, 15 ans, 14 ans. Et vous allez voir vos parents pour leur dire. Mais vos parents, parce que eux, ils ont vécu quelque chose de similaire et que la réponse que eux, ils ont eue de leurs parents était tellement négative. Ils ont vécu des traumas par rapport à ça. Par exemple, ils ont été voir leurs parents, les parents ont laissé la chose faire. Donc, vos parents pourraient avoir une réponse qui est mute. Ils ne savent pas trop quoi faire. Soit ils vous disent « Oh, c'est rien et il t'a rien fait » ou ils vont vous dire « Oh, t'as imaginé. » Donc, leur réaction ne va pas être une réaction normale. Et vous vous sentez rejeté, vous vous sentez laissé à vous-même. Voilà. Donc ici, je vais parler de 5 niveaux qui peuvent influencer le traumatisme de l'enfance. Donc le niveau de développement, l'âge mental de l'enfant, donc l'origine ethnique, c'est important. Plutôt je vais dire les facteurs culturels, c'est mieux de dire ça. Les facteurs culturels, parce que vous pouvez être de plusieurs ethnies, de la même ethnie, et ne pas prendre le problème de la même façon. Hein. Donc le facteur culturel, l'exposition antérieure à un trauma, les ressources disponibles et le problème préexistant dans la famille. Donc maintenant, vous vous dites, quels sont les signes de troubles post-traumatiques, enfin, on appelle ça des troubles de stress post-traumatique chez l'enfant. Eh bien, ça, c'est une question intéressante et on va y répondre. Les signes de troubles de stress post-traumatique chez l'enfant, eh bien, après avoir été exposés à un événement traumatisant, les enfants ont tendance à exprimer une certaine forme de changement de comportement.
Ces comportements sont encore régulièrement rapportés par les professionnels de la santé mentale dans leurs pratiques quotidiennes avec les adultes. Ces changements de comportement pourraient inclure, par exemple, des peurs soudaines. Ces craintes peuvent être ou non liées à l'événement traumatique. C'est-à-dire que soudainement, ils deviennent anxieux. Il y a aussi l'anxiété de la séparation, la peur d'être abandonné. Il y a des troubles du sommeil, la tristesse, des pertes d'intérêt pour les activités normales. Il y a la colère et aussi des plaintes somatiques. Les plaintes somatiques, c'est tout à coup, ils ont mal, ils ont des maux d'estomac, des maux de tête, des douleurs physiques qui semblent n'avoir aucune cause profonde. Donc, il est important de noter que bon nombre de ces syndromes disparaissent avec le temps, mais les risques de troubles de stress post-traumatique augmentent si l'enfant est exposé à plusieurs reprises à un traumatisme ou à des antécédents de problèmes d'anxiété. Par exemple, imaginez que un enfant plutôt, arrive dans une nouvelle école. Et dans cette nouvelle école, bon, c'est toujours une situation un peu où il y a un peu d'anxiété. L'enfant, il a, je sais pas moi, 8 ans, il arrive dans une nouvelle école, il ne connaît personne, donc il est un peu anxieux. Mais tout de suite, un groupe de jeunes écoliers le cible pour des moqueries. S'ils font ça juste une fois au début, le premier jour, bon, ça peut passer. L'enfant va recouvrer sa santé mentale assez vite. Après, il se fait des amis et la vie commence, la vie devient normale. Mais si ça devient l'histoire de sa vie, qu'ils font ça tout le temps, eh bien là, ça va créer des troubles de stress post-traumatique. Parce que tout le temps, il aura peur d'aller à l'école parce qu'il sait qu'il va se faire attaquer par les autres écoliers. C'est ainsi que le risque de ce genre de trouble augmente si l'enfant est exposé à plusieurs reprises à des traumas. Une autre chose qui peut arriver, c'est que les enfants qui souffrent de troubles de stress post-traumatique peuvent faire preuve d'hypervigilance dans le but de rechercher des signes avant-coureurs pour prévenir les traumatismes futurs. C'est-à-dire qu'ils vont être très douteux dans leur relation avec les gens. Ils vont toujours chercher à savoir si cette personne va être bonne ou mauvaise avec lui, plutôt que de faire confiance à la personne. Ça va être très difficile pour eux de faire confiance aux gens. Donc, ce genre d'enfants peuvent également revivre le traumatisme ou éviter les choses qui peuvent leur rappeler ou les amener à se souvenir du traumatisme. Ici, on a parlé des enfants. Vous vous demandez peut-être maintenant, ok, cet enfant a souffert quand il était enfant. Il lui est arrivé ci, ça, soit à cause d'une famille dysfonctionnelle, soit à cause d'une culture dysfonctionnelle, ou soit tout simplement à cause de l'environnement qui n'allait pas là où on l'a mis. Par exemple, un enfant qui est mis dans une école où il devient la cible des attaques des autres enfants. Vous vous dites, ok, tout ça, c'est les enfants. Maintenant, qu'arrive-t-il aux adultes? Ça, on verra dans la prochaine vidéo. On répondra au point, enfin, on parlera des signes de traumatisme infantile chez les adultes. Comment est-ce qu'un adulte qui a vécu une histoire d'horreur en continu quand il était enfant, comment est-ce qu'il réagit psychologiquement? On verra ça. Je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous n'allez pas rater la prochaine vidéo. Merci et à bientôt.